Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau live France DevOps. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Xavier Queneau, CTO chez GetCas, qui a produit la solution Exoway. Et donc aujourd'hui, il va vous présenter, au-delà du cœur vert, comment optimiser votre déploiement Kubernetes avec les Custom Health Check d'Argo CD. Avant de commencer, je tiens à préciser que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dès que possible. On y répondra à la fin. Voilà pour moi. Je te laisse la main, Xavier. Je te remercie Vincent. Alors, du coup, on va parler de l'approche diagramme ASCODE, donc au service du GreenOps. On va s'orienter surtout sur comment réduire son empreinte carbone. Alors, courte présentation. Eh bien, moi, je m'appelle Xavier Queneau, c'est ce que a présenté Vincent. Je suis actuellement directeur de la technologie, cofondateur aussi de la société GetCast. Nous, on est spécialisé hébergement, infogérance. On va intervenir essentiellement dans les technologies de conteneurisation et aussi modernisation d'infrastructures. On fait aussi beaucoup d'infogérance actuellement. On intervient aussi dans des procédés d'architecture cloud qui visent à aider les entreprises à intégrer des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, et c'est un des sujets qui est aujourd'hui aussi au centre de notre activité, puisque on intègre aussi des processus directement dans les entreprises qui sont liés à l'évaluation de l'IA, orientés sur la norme ISO 42001. Je suis Scalway Architect Cloud, donc différentes certifications qui me permettent aujourd'hui du coup de proposer à nos clients des solutions orientées cloud souverain. Et on est aussi du coup spécialisé IA, et on a développé une technologie, du moins une plateforme qui s'appelle Exoway, qui vise justement à orienter, à fournir des solutions dans le domaine de l'architecture cloud. On en parlera un petit peu plus tard. Alors concrètement, la question que l'on peut se poser, c'est quand on a un projet cloud, bien par où est-ce qu'on va débuter? Donc on va imaginer Bob, voilà notre cher ami architecte cloud, ou qui intervient aussi dans le domaine du DevOps. Bob va recevoir un projet côté client, et assez rapidement, la question qui va se poser, c'est eh bien comment est-ce qu'on va commencer par représenter ce besoin client, cette architecture qui va être nécessaire. Donc en règle générale, on va passer par des phases de diagramming. Voilà, on va représenter sous la forme d'un feuille et d'un crayon, eh bien une architecture. Malheureusement, c'est très difficile de collaborer à partir d'un papier et d'un crayon seul. Donc, il va très vite falloir qu'on le formalise avec différents outils. Une fois que Bob a fait cette action-là, il se dit bon bah on va commencer par utiliser un célèbre outil d'IAC, à savoir Terraform, ou une autre technologie, et on va rentrer dans des procédés qui sont de l'écriture assez dense, par exemple au format YAML. Le problème qu'il va y avoir, c'est qu'on va se retrouver avec des jeux d'écriture qui peuvent être assez denses, qui peuvent en fait aussi être difficiles à lire, qui peuvent être aussi difficiles à maintenir, et qui dans le temps vont pas forcément être parlants ou essayer de relayer ce que l'on va voir au niveau visuel. Comme dans toute phase projet, il va falloir effectuer des estimations de coûts. Et donc là, Bob va devoir sortir sa belle calculatrice en fonction du fournisseur cloud qu'il va avoir. Et donc là encore, il va devoir, au-delà de sortir d'un fichier Excel, faire des ajustements et revenir sur la période juste avant. On est aussi dans l'air du temps, donc il va falloir commencer à communiquer et à collaborer. Donc il y a une phase de documentation qui va être nécessaire, une documentation technique, mais aussi une documentation pour la mise en œuvre. Donc ça aussi, Bob va devoir le rédiger et le faire, un petit peu tout seul dans son coin, ou demander à quelques collègues d'intervenir avec lui, en essayant de comprendre un petit peu ce qu'il a réalisé et ce qu'il a fait, donc en passant du temps à expliquer, aussi, tout ce qu'il a rédigé, tout ce qu'il a dessiné. Et le dernier point, qui est l'un des plus aussi importants aujourd'hui et même essentiel, et ce sur lequel on va s'intéresser durant cette conférence, eh bien c'est l'évaluation carbone. Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, suivant les règles européennes, l'impact carbone n'est pas un paramètre négligeable. C'est un élément qui aujourd'hui est essentiel, même quand on répond à des appels d'offres. On demande aujourd'hui à avoir
une affect particulière sur, l'impact que le carbone pourrait avoir, surtout dans le domaine du numérique. Et on sait qu'aujourd'hui, l'impact carbone n'est pas neutre, puisque du coup il impacte, directement, enfin du moins le numérique impacte directement, les émissions de CO2. Alors on va s'intéresser quelques instants à cette notion-là pour dire bon, bah, OK, pourquoi l'impact carbone aujourd'hui est, tant important et comment est-ce qu'on pourrait, y remédier? Alors clairement, avec l'avènement de l'IA et avec les avènements des nouvelles, des nouveaux data centers qui sont, sortants, le besoin cloud est de plus en plus croissant. Donc là, ce que vous voyez, c'est pourquoi l'énergie est un problème, puisque du coup, eh bien, le numérique va d'abord être fortement consommateur d'énergie. Et on voit qu'au travers de cette frise, par exemple, si on s'intéresse, à la consommation des GPU, rapportée au nombre de watts, que, d'année en année, les unités de calcul GPU qui vont, intervenir côté intelligence artificielle, qu'on peut retrouver dans les clouds et qu'on retrouve très fortement dans les clouds, vont, petit à petit être de plus en plus énergivores. Donc on retrouve, le lien, directement sur la recherche, hein, c'est le lien Summarize CPU and GPU Design Trend with Product Data, c'est un ARVIX, hein, vous pouvez tout à fait le retrouver. Et au travers de cet ARVIX-là, on apprend que, eh bien, il y a une corrélation entre l'usage et l'accélération des technologies d'intelligence artificielle et de cloud et en fait, entre la puissance et la consommation énergétique. À cela, ça va ajouter une certaine problème, c'est, enfin un certain problème, c'est, quel est l'impact aujourd'hui, de l'IT, que l'on peut avoir? Puisque quand on va générer de l'énergie, bien évidemment, on va émettre, du carbone. La source de l'énergie et des énergies aujourd'hui est émettrice de carbone, alors en dehors du nucléaire. Donc la question, c'est au niveau mondial, quel est l'impact, de l'IT? Donc aujourd'hui, on est sur 415 TWh consommés par les data centers mondiaux. Il y aura une explication de ce que ça représente, mais on est à 1,5 de la demande d'électricité mondiale. Donc ça signifie que le numérique dans son entièreté, n'est pas du tout neutre, au niveau mondial et il est prévu que d'ici, 2030, eh bien, il y ait une augmentation à 2,3, en termes de consommation énergétique pour arriver à 945 TWh. Le numérique est loin d'être neutre au niveau carbone, puisqu'aujourd'hui, il représente 16 d'empreinte carbone, due uniquement par l'émission des data centers. Et donc les data centers, c'est quoi? C'est la ressource principale que le cloud va desservir et entre autres aussi, l'intelligence artificielle va être fortement consommatrice, d'infrastructures qui sont, hébergées dans des data centers. Alors un petit chiffre, aujourd'hui 183, TWh pour les data centers en 2024 pour les USA, ça représente, la consommation annuelle du Pakistan. Donc on peut imaginer en fait, l'impact que va avoir, d'ici 2030 l'augmentation énergétique au niveau des data centers, puisque du coup, on va se retrouver d'ici 2030 à 945 TWh. Si on le corrèle à la course, énergétique, data center et IA, eh bien, par exemple, une requête, ChatGPT va consommer 10 fois plus d'énergie qu'une recherche dans Google. Ça va avoir les mêmes effets au niveau carbone, puisqu'on va avoir des effets, exponentiels en termes d'émissions. On va avoir aussi des effets d'émissions, et de consommation, d'eau, puisque pour pouvoir, en fait, produire de l'énergie, il faut aussi pouvoir refroidir les systèmes qui la produisent et il en est de même avec les data centers. Et donc, de cela, en fait, on est un peu à la course aux investissements, on est un peu à la course aussi à trouver des solutions qui sont un petit peu plus pérennes. Le problème qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on arrive sur une explosion de plus en plus importante sur cette consommation énergétique. Ce qui fait que, bien en 2024, du moins on est en 2026, on a une projection à 650 TWh, pour, avoir un ordre, l'ADEME exprime que l'empreinte, du numérique est à proprement, présente de par l'usage des équipements. Donc 80 de l'empreinte, carbone est liée aux équipements tiers et environnants, du coup du numérique. Et cette empreinte carbone, elle est pas du tout, neutre, hein, puisque
à partir ou du moins d'ici 2025, c'est-à-dire, depuis l'année dernière, on est passé de 32 à 80 mégatonnes de CO2 émis, heu et ce qui est équivalent en fin de compte à l'émission totale, de la ville new-yorkaise. Donc le carbone aujourd'hui est réellement un sujet centre, au travers, des technologies, que ce soit data center ou le cloud ou même l'IA, puisque du coup c'est pas du tout neutre en termes du coup d'émissions. Alors que font les data centers pour essayer de pallier, à cela? Elles vont s'intéresser au PUE, donc le Power Usage Effectiveness. Donc c'est le rapport sur l'énergie totale et sur l'énergie IT. Et en fait, le PUE, ça vise à mesurer combien d'énergie, supplémentaires peuvent être, consommées au-delà du strict besoin que l'on pourrait avoir. En moyenne, l'industrie est à 1,56, ce qui signifie que du coup, on a quand même 56 d'énergie, donc qui sont gaspillées en quelque sorte, par exemple, à faire du refroidissement. Les hyperscalers arrivent quand même à descendre à un pourcentage, de gaspillage énergétique beaucoup plus bas, sachant que les objectifs aujourd'hui, GreenOps, eh bien, c'est d'éviter d'avoir un PUE qui dépasse 1,2. Donc on arrive quand même à y aller, hein. Aujourd'hui, les data centers arrivent à se rapprocher de plus en plus vers du PUE idéal, mais ça n'est pas encore aujourd'hui, la norme. Alors, si on s'intéresse en fin de compte à ces éléments-là, on s'aperçoit très vite, si on va sur le site electricitymap.com, on va s'apercevoir très, très vite que, eh bien, les data centers ont forcément besoin d'énergie et ce qui va être émetteur aujourd'hui de carbone, c'est pas à proprement parler, l'unité de calcul, ça va être le mode de consommation énergétique. On va s'apercevoir par exemple qu'il y a encore beaucoup d'énergie carbonée, comme du charbon, pétrole ou fioul, qui sont, consommés dans différentes régions du monde, dont dans des régions où, on pourrait penser que, eh bien l'empreinte carbone serait un petit peu plus neutre. L'énergie a donc un impact sur le bilan carbone et le type d'énergie aujourd'hui va directement impacter, sur, ce bilan, hein. Les aujourd'hui 40 des de l'impact carbone est orienté sur l'énergie de type gaz naturel. On a aussi 24 qui est lié au renouvellement, aux énergies renouvelables, 20 sur le nucléaire et 15 sur le charbon. Donc on arrive quand même aujourd'hui à, des axes amélioratifs sur le mode de consommation énergétique qui sont pas neutres. Alors maintenant, quand on regarde ça et qu'on sait que côté cloud, eh bien, on a, un impact carbone qui est très important, bah, la question que l'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut choisir un bon hébergeur de données? Comment est-ce qu'on peut choisir un cloud? Alors la réponse peut provenir du côté, du cadre, législatif, hein. On a écoresponsable.numérique.gouv.fr qui, en partenariat avec l'ADEME, a proposé un référentiel, donc co-conception. Et il y a un point 8 qui est assez intéressant, qui explique eh bien, il faut être dans une démarche de réduction de l'impact écologique et comment, en fin de compte, on peut la mettre en œuvre. Donc bien évidemment, quand on la regarde, aux abords à ce niveau-là, c'est assez verbeux puisque le référentiel aujourd'hui, il est, assez conséquent, hein. Il y a plusieurs centaines, enfin dizaines de pages et derrière, bah, en fin de compte, on a l'objectif qui est formalisé, la mise en œuvre qui est proposée, mais qui n'est pas arrêtée, donc c'est pas totalement normé. Donc on va proposer en fin de compte un axe, de décisionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que ce référentiel nous met en garde, c'est la petite mention qui se situe juste en dessous de mise en œuvre, la petite dernière. Attention au greenwashing lorsqu'il s'agit de communication sur la neutralité carbone. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de fournisseurs cloud, vont, s'apparenter à être des forêts, hein, très clairement, à expliquer qu'elles n'émettent pas d'émissions carbone et quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que c'est essentiellement au fait, de laboratoires que eux mêmes en fait, ont financés. Donc il y a un peu cet effet greenwashing qui est assez présent. Donc faut pas se mentir, aujourd'hui le numérique n'est pas neutre au niveau carbone et il a réellement un impact. On est loin d'avoir des clouds qui sont aujourd'hui, des forêts qui vont capter le carbone et qui vont en fin de compte avoir un impact de réduction, à ce niveau-là. Et on le constate, hein, très simplement en regardant, l'Electricity Map où on s'aperçoit que les consommations d'énergie par région, où pourrait se situer le cloud, eh bien, sont, très orientés carbone. Alors la question c'est,
Bon, bah, comment on peut s'y retrouver dedans? Comment est-ce qu'on peut essayer de rationaliser cet impact-là? Où est le laissez-passer, A38, comme dans les 12 travaux d'Astérix et Obélix? Heu, Effectivement, ça fait beaucoup d'informations à traiter pour un projet cloud. Bon, la première chose que l'on pourrait se dire, bah, c'est d'aller vers les méthodologies GreenOps. Ce sont des principes, des objectifs qui aujourd'hui sont réellement pertinents puisque le principe du GreenOps est au travers de 4 piliers, de s'axer sur l'impact environnemental au quotidien des opérations IT et donc fortement, c'est d'essayer, de réduire l'impact carbone que l'on pourrait avoir, d'optimiser les ressources que l'on pourrait avoir et aussi de promouvoir la durabilité, ce qui, du coup, fait totalement sens avec les impacts cloud et carbone que l'on peut avoir. Donc les 4 piliers, qui vont toucher, le cloud, ça va être mesuré. On va essayer de bien évidemment de quantifier le CO2 de chaque, service, ce qui peut être, des fois assez complexe puisque, bah, dépendant du cloud, on va, reposer sur leurs propres indicateurs. Donc, l'indice de véracité n'est pas toujours forcément le plus adéquat. Donc on a besoin plutôt d'une source extérieure qui va, de façon plus objective, apporter, un élément d'éclaircissement. Dans l'un des piliers aussi du GreenUp, ça va être l'optimisation. L'objectif, c'est la juste consommation, de s'orienter vers de la consommation qui fasse plus sens aussi, d'aller vers des régions à bas, carbone, qui vont émettre peu de carbone au niveau consommation énergétique, mais aussi, d'automatiser, par exemple, les besoins d'augmentation de charge pour éviter de créer des surcharges natives au niveau de la consommation de ressources. On va avoir aussi les mêmes enjeux pour l'automatisation. Pourquoi l'automatisation va impacter, l'impact carbone? Puis, bah, parce qu'aujourd'hui, quand on va exécuter du code, par exemple du Terraform, eh bien, on va avoir du temps de calcul qui va être, réalisé et c'est un qui est source de vérité aujourd'hui, qui fait que si on ne pilote pas correctement ce code, on peut laisser des ressources qui vont, être présentes, mais qui vont vivre sans aucun intérêt, ou on peut très bien mal calibrer ces ressources-là et on peut très bien ne pas s'apercevoir que, bien ces ressources, ne sont pas correctement utilisées, mal sizées, au risque du coup qu'on augmente l'impact carbone. Et le dernier point, bah, c'est l'itération. Un peu comme dans beaucoup de méthodologies, l'idée c'est, d'être en amélioration continue pour régulièrement faire du reporting. Dans le cadre législatif, aujourd'hui, les entreprises sont assujetties à un bilan carbone, du moins un bilan, si on peut dire comptable carbone. On a par exemple les normes CSRD qui, au niveau européen, imposent des entreprises à émettre du coup, de façon transparente la consommation de carbone qu'elles ont. Et donc ce sujet est vraiment d'actualité. Parce qu'au-delà de l'aspect, réglementaire, eh bien, on a aussi un aspect qui fait que d'ici 2030, on va avoir énormément de doses de consommation énergétique et forcément de consommation carbone. Alors les avantages du GreenUp, c'est qu'on va s'orienter sur, la réduction des émissions CO2, on va chercher à préserver le plus longtemps aussi les ressources naturelles, chercher le moins de déchets électroniques, donc ça, c'est les bases environnementales que l'on peut avoir et d'un point de vue cloud, on peut se demander: «Mais comment est-ce qu'on peut intervenir dessus?» Et bien, en faisant le choix, hein, de certaines ressources. Côté économique, ça va être les réductions de coûts opérationnels, puisque forcément, quand on est dans la juste mesure, on va réduire les coûts. Ça va aussi, ouvrir la voie à des subventions fiscales ou à du retour, sur investissement assez rapide. Et pour l'aspect sociétal, bah, c'est l'image de marque, hein, c'est l'engagement des employés et aussi les conformités réglementaires, comme j'ai dit juste un petit peu avant. Là encore, en fait, on se retrouve un peu dans un maillage où on se pose la question, comment on peut rationaliser tout ça? Comment est-ce qu'on peut, s'assurer que, on est dans la bonne démarche? Parce que ça fait en fin de compte beaucoup encore à traiter. Alors il y a un élément que l'on peut reprendre au tout début, ça va être, le schéma. Au tout début, on est parti sur un schéma, Bob est parti sur un schéma et on s'est posé la question, bien, si dès le début, on avait la capacité de commencer à rationaliser ces émissions carbone, comment est-ce qu'on pourrait, faire, cela?
Eh bien, l'idée, bien, c'est de se dire, bah, si on part sur une image qui est beaucoup plus parlante, eh bien, on pourrait, en fin de compte, anticiper ces émissions-là et très tôt avoir une meilleure gouvernance et un meilleur pilotage. Alors aujourd'hui, ce qu'il existe comme solution que l'on connaît très bien lorsqu'on fait de l'architecture cloud ou de l'architecture DevOps ou autre, eh bien, on va passer par du C#, du Mermaid ou du Draw.io, des solutions qui sont relativement abordables, qui sont gratuites, qui sont aussi très intéressantes, mais qui derrière ont leurs limitations, qui vont avoir des limitations parce qu'elles ne vont pas fournir de solutions en temps réel, elles vont pas nous donner d'indicateurs carbone, donc ce sont de très bonnes solutions qui vont nous permettre de fournir le visuel, mais qui vont être très difficiles dans le cadre où on veut générer du code ou générer en fin de compte des estimations de carbone. Donc nous, en interne, au sein de GetCast, on a développé un procédé qui s'appelle le Diagram Driven Engineering. Donc l'idée, c'est quoi? C'est, en fin de compte, d'utiliser les diagrammes comme source de vérité, visant, en fin de compte, à intégrer, le diagramme comme générateur de code de Terraform et d'y ajouter, plus d'indicateurs, que ce soit des émissions coûts ou de l'émission carbone ou même de la faisabilité technique, pour vérifier si on respecte les bonnes pratiques en termes de sécurité. Donc ce procédé-là, on l'a, formalisé, parce qu'on s'est dit que, bah, si on combine les procédés de diagramme et de GreenOps, eh bien les comptes sont bons parce que quand on a la visualisation qui, rencontre la durabilité, eh ben, on a une meilleure compréhension, des impacts que l'on pourra avoir, au niveau carbone et des enjeux côté infrastructure. Alors cette solution, elle est, complète elle fournit vraiment une cartographie, dans l'entièreté, des ressources, cloud que l'on pourrait avoir. On va avoir en fin de compte la possibilité de d'avoir un état réel, de l'infrastructure cloud, mais aussi des futurs projets, à venir. Possibilité de mesurer aussi les impacts carbone, possibilité de faire du multi-cloud, donc pouvoir en fin de compte, choisir la région qui est potentiellement la moins carbonée et derrière, on va pouvoir avoir des templates qui vont être mutualisés sur lesquels, bah, on va pouvoir réutiliser ces templates-là d'architecture pour que différents clients puissent réintervenir. Donc, au sein d'Exoé, c'est ce que l'on a réalisé. On a créé une plateforme justement qui vise à fournir tout ce cadre-là, carbone. Elle fournit aussi des analyses de sécurité, des estimations de coûts. Elle va générer en fin de compte aussi du code Terraform et elle va être orientée multi-provider. Et tout cela en quelques clics, puisqu'on va se greffer directement au procédé déjà existant. On va pas en fait remplacer par exemple les chaînes de CI/CD qui vont intervenir, mais on va plutôt s'y greffer. Et derrière, on va apporter plus de visibilité sur l'évolution en fin de compte du code Terraform, par exemple, que l'on pourra avoir, et surtout de notre infrastructure, pour être plus orienté côté carbone et analyse de sécurité. Donc petit démo time, si Vincent tu veux bien à l'écran. Donc ça se formalise comment? Bah, du coup, on va avoir différents projets qui vont être, pilotables. Dans ces projets-là, on va avoir directement, ce que l'on appelle des blueprints, donc des schémas d'architecture que l'on peut ajouter from scratch ou depuis un catalogue. Donc là, pour la conférence, j'ai déjà préparé, quelques petits éléments. Avec directement des indicateurs sur le coût, heure, en euros et le coût carbone que l'on pourrait avoir. Possibilité de créer différents environnements et possibilité aussi de détecter les différentes défaillances de sécurité que l'on pourrait avoir. Donc ce que ça va donner, c'est que ça va nous permettre en fin de compte, bah, d'avoir, des petites boîtes qui vont être représentées, visuellement sur, du diagramme. Donc, via du drag and drop, on va pouvoir dans un catalogue, par exemple le catalogue AWS, eh bien aller rechercher une ressource, la positionner et du coup, en fonction de la région que l'on va, sélectionner, eh bien avoir un impact, une estimation carbone que l'on pourrait en fait avoir et qui sera réévalué en fait à la sélection. Donc c'est en multi-cloud, ça va permettre aujourd'hui d'avoir différents indicateurs, différentes possibilités de configuration, différents indicateurs de coût, puisqu'en fonction du cloud, je vais avoir en fin de compte le coût qui va être exprimé, mais surtout l'impact carbone et sa représentation en fin de compte en termes d'impact. Donc aujourd'hui, par exemple, une machine virtuelle sur AWS
de type DL1 24X large qui se situe dans l'ouest des États-Unis va émettre par heure 130 grammes de CO2 équivalent. Ça représente un tiers enfin 35 centilitres d'une bouteille d'eau produite. Voilà, donc c'est une petite bouteille d'eau par heure, en fin de compte, du coup, qui aurait été produite. Et en fin de compte, en termes de kilométrage pour une voiture, bah, c'est un demi-kilomètre hein, émis pour une voiture. Et donc on va pouvoir comparer assez simplement eh bien, différents schémas d'architecture, différentes potentialités sur différents fournisseurs cloud, que ce soit des clouds US, hein, comme des clouds plutôt orientés européens, et aussi d'autres technologies. On va pouvoir en fin de compte voir ces éléments-là. Et à de ça, en fait, automatiquement pré-générer du code Terraform pour après, en fin de compte, pré-saisir le contenu que l'on va pouvoir éditer, hein, qu'on va pouvoir modifier assez aisément, sans que forcément ce soit contraignant pour nous. Donc c'est réversible, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de mettre du code Terraform depuis un dépôt GitHub et d'en faire la représentation au niveau du diagramme. On a aussi la possibilité d'importer l'existant côté AWS, hein. Donc on peut effectuer en fin de compte une interconnectivité avec le compte AWS ou d'autres futurs clouds pour en fin de compte analyser la structure, générer le code Terraform qui n'est peut-être pas existant non plus, et derrière en fin de compte avoir des indicateurs de diagramming qui vont être représentés directement dessus. Donc voilà, donc ça c'est la solution Exoe que l'on propose auprès des entreprises pour qu'elles aient conscience que le cloud aujourd'hui a un réel impact. Ça permet aussi de fournir du pilotage et de fournir des indicateurs de performance par rapport à cela et de suivi par la suite pour qu'en fin de compte, lorsque l'on est dans des phases de projet, lorsqu'on est dans une phase d'évaluation de l'impact carbone au niveau numérique, eh bien, on puisse totalement l'établir. Merci Vincent, est-ce que tu veux bien représenter Merci. Donc voilà, donc ça c'est notre solution. Est-ce que vous avez actuellement des questions par rapport à cette présentation-là? Alors, il y a bien une première question, mais avant ça, petite erreur de ma part au début du live, sur le nom du talk. Donc ce n'était pas aucun du vert, les gestions des Pas de c'est bien Diagram as Code au service de GreenOps. Désolé. y a pas de problème Vincent, ça m'a pas empêché d'avancer. Voilà, tant mieux. Donc il y a bien une question, de Dan Freeman Mauro. Quid du pricing? Alors aujourd'hui, on propose notre solution à 40 € par mois. Voilà, c'est une solution qui permet d'être en état collaboratif nativement. Il y a qu'une seule offre. Donc il y a un format gratuit que je vous ai présenté. Donc par défaut, notre solution a une période, c'est une version gratuitielle. Et après, si vous voulez étendre la solution à avoir plus de collaboratifs, donc c'est la possibilité de partager les diagrammes, qu'on soit plus dans l'interactivité, avoir quelques fonctionnalités un petit peu plus étendues, comme par exemple on a l'IA qui va générer de la documentation automatiquement, ou fournir des axes amélioratifs, et bien là il faut passer par une licence à une quarantaine d'euros par mois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, non. N'hésitez pas si, la moindre question, peu importe. Il n'y a pas de questions bêtes. Non, jamais. Après, il faut aussi, il y a le délai du live, donc peut-être un petit temps. Alors, ce que je peux dire, il faut savoir, c'est que notre solution aujourd'hui, elle intègre un catalogue assez large de fournisseurs cloud. Donc, on a Azure, on a aussi Scaleway, GCP qui est en cours d'intégration.
Nous, pour les estimations carbone, j'anticipe peut-être une question, comment est-ce qu'on fait les estimations? Aujourd'hui, on repose sur le mode de calcul de l'ADEME, qui permet, de par le PIE, le nombre de watts, la source aussi énergétique, où se situerait le data center en termes de région, et bien d'évaluer l'impact carbone que l'on pourrait avoir. Donc ça, c'est l'ADEME qui nous permet d'avoir cet indicateur-là. Et pour les sources énergétiques, donc comment est-ce que derrière on évalue que un data center qui se situe par exemple en US par rapport à un data center qui se situe en France est moins consommateur à ressources égales. On se repose sur Electricity Map, qui est un consensus de différents laboratoires internationaux qui donnent la consommation énergétique et la source énergétique de chaque région. Par exemple, en France, on se positionne très bien. La raison, c'est que beaucoup de notre énergie est orientée vers le nucléaire. L'idée, c'est pas de faire des émules, mais le nucléaire a pour quand même avantage de réduire les impacts carbone forts. Par contre, ça augmente d'autres choses, mais ça réduit l'impact carbone de façon drastique. Et donc, il y a beaucoup, en fin de compte, de pays qui aujourd'hui vont encore avoir beaucoup de consommation sur des énergies carbonées qui font que bien, on peut pas juste regarder ce que le fournisseur cloud va nous indiquer. Surtout si on sait très bien qu'aujourd'hui, bien, certaines régions sont encore au charbon et que les data centers, leur source énergétique, en fin de compte, est reliée en fait à ces réseaux-là. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on fait les estimations. Exoway aujourd'hui est un projet porté France 2030. Donc on a été sélectionné par l'État comme solution stratégique, puisque assez tôt, on a la possibilité d'établir des indicateurs de performance et de faisabilité. Très bien. Donc une nouvelle question, toujours de la même personne. Est-ce que vous avez fait une publication scientifique sur ce concept de diagramme Ascode? Oui, on a une publication scientifique donc qui s'appelle le Toward. Alors on l'a publié sous l'approche MLOps parce qu'il y a aussi ce besoin-là qui est très fort. Et du coup, on a une publication sur ça avec tous les procédés. Et Exoway repose en fin de compte sur ce procédé-là. Donc on a repris ce procédé-là et du coup on l'a formalisé sous la forme d'une solution SaaS. Mais vous pouvez la retrouver directement. J'ai pas le lien avec moi, mais vous pouvez taper sur internet Adaptative MLOps et vous allez retrouver en fait du coup la publication qui fait part de cela. Très bien. Donc, pas d'autres questions pour l'instant. Écoute, je te propose d'attendre, allez, 2 minutes de plus. Ouais, bien sûr, on va patienter. Voilà. Si en attendant, tu as d'autres choses à présenter, à mettre en avant, n'hésite pas. Alors, ce que je peux mettre en avant, c'est si tu peux repartager mon écran. La démo. La démo, c'est ça. On a mis en place en fait un système de récupération de différents diagrammes architecture, donc par exemple Kubernetes, voilà, avec cette possibilité en fait directement de les charger dans la vue courante. Et donc du coup, quand on passe par exemple en mode payant, on a la possibilité d'avoir un mode organisation et donc de partager les architectures que l'on fait les uns avec les autres pour que ça puisse être accessible auprès de DevOps ou d'architectes cloud. Ce qui permet assez facilement d'éviter de réinventer la roue à chaque fois, puisqu'on se retrouve avec un diagramme directement avec un coût et un coût euro et un coût carbone, et directement du code Terraform qui est préfet. Et on peut le relier directement à un dépôt GitHub, GitLab, enfin, du moins tournant sous Git,
Donc, comment ça se passe? On peut sauvegarder directement notre diagramme, mettre le lien, et automatiquement, quand on va sélectionner l'architecture de notre choix, eh bien, le dépôt va être chargé dans cet éditeur-là, puisque du coup, dans le dépôt, on peut relier directement des ressources, depuis un dépôt de code, donc des ressources Git ou GitLab, et ça va permettre du coup de tout précharger. Donc il y a ce format-là, et on a la possibilité aussi de présélectionner ce que l'on veut retransformer au format Terraform. On peut dire, bah voilà, je veux juste sélectionner qu'une partie de mon schéma pour le mettre, ou de sélectionner l'entièreté des nœuds qui sont présents. Donc tout dans différents paradigmes, hein. Ça peut être un template par fichier ou l'entièreté en fait de tout dans un seul fichier. Ça dépend de l'approche que nous on peut avoir. Voilà. Très bien. Bon, pas d'autres questions pour l'instant. Donc, si c'est OK pour toi, je te propose de s'arrêter là. Ouais, bien sûr. N'hésitez pas, si vous voulez retrouver ce live et les lives précédents, à aller sur francedevops.fr/replays. Le petit lien ici. Et alors, rendez-vous le 2 mars. Oui, c'est ça. Le 2 mars pour un nouveau talk. Alors, celui que j'ai énoncé par erreur en début de live. Donc, au-delà du cœur vert, optimisez vos déploiements Kubernetes avec les custom health check d'Argo CD. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à aller sur le site francedevops.fr pour vous inscrire. Je propose qu'on se quitte ici. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir, merci Vincent.